Bonjour. Nous nous excusons pour notre retard, nous sommes tout oui. Je vous ai déjà présenté. D'accord, Mais je bon. vous en remercie. Bonjour à toutes et à tous. J'ai partagé le support, je ne sais pas si c'est visible pour vous? C'est très bien. D'accord et puis, en principe, je ne devrais pas, déborder le créneau comme dont nous avions convenu, mais enfin, si vous voyez que ça dure trop longtemps, n'hésitez pas à me faire signe. Donc, je souhaitais en premier lieu vous remercier de m'avoir, conviée à contribuer à votre atelier du jour, à votre rendez-vous sur les nouveaux enjeux de la production du logement, à une aune tout à fait particulière dans cette séquence, à propos effectivement des objectifs en matière de sobriété foncière, mais envisagés sous l'angle fiscal et financier. Donc, très précisément pour aborder, ce sujet, le ZAN suscite beaucoup d'inquiétudes parmi les collectivités locales et si leurs finances et leur fiscalité sont déjà pas mal, malmenées depuis quelques années, on se demande si, cet objectif de sobriété et les défis en la matière, vont ajouter, des risques pour, les budgets des collectivités locales. Donc pour appréhender ce sujet, je propose une présentation en 2 temps. Une première, c'est de dire que si on ne sait pas évaluer et mesurer très précisément, ces risques, il nous semble a priori plutôt contenus, plutôt mesurés. Et puis le second temps, ce sera parler plus précisément de fiscalité locale et dans quelle mesure, plutôt sous un angle de proposition, on pourrait réfléchir à d'éventuelles adaptations de la fiscalité locale pour, aller dans le sens des objectifs de sobriété foncière. Donc, premier temps, cette idée de risque éventuel pour les budgets locaux, il me semble utile de la décliner sous 2 aspects. Celui des recettes, qu'on verra dans un second temps, et de la fiscalité, mais principalement aussi celui des dépenses que cela peut susciter ou augmenter pour les collectivités locales. Donc là, l'idée est de dire que depuis des décennies, les économistes et pas seulement, se sont largement interrogés sur les liens entre la taille des ensembles urbains, des collectivités, la densité, les distances entre les centres et les périphéries. Donc les liens entre ces aspects un peu formels des territoires et puis, les, dépenses et des collectivités locales. Et donc des générations de travaux se sont succédés sans toujours aboutir à des conclusions très affirmées parce que en fait, si l'on regarde les différents services publics locaux, équipements d'infrastructures et de superstructures qu'ont produisent les collectivités locales, on s'aperçoit de façon assez systématique que quand la densité ou la population desservie, on passe par une phase de génération de ce qu'on appelle des rendements d'échelle. Donc, il devient moins coûteux de produire ces services pour des habitants plus densément regroupés. Mais que si on atteint un point optimal qui dirait quelle est la densité ou la forme la meilleure, d'un point de vue économique et budgétaire, des ensembles urbains et territoriaux, on s'aperçoit bien ensuite que du fait de phénomènes de saturation, de congestion, d'usure de ces équipements, eh bien, il y a une phase où les coûts unitaires augmentent et de rendement décroissant. Donc, il y aurait aussi des évolutions de la densité qui, pour les unes, iraient dans le sens de l'économie et des économies et qui, pour l'autre, iraient dans le sens des déséconomies. Le problème se complique parce qu'il n'en va pas de la même façon pour tous les services et toutes les infrastructures, qu'elles soient linéaires ou qu'il s'agisse plutôt d'équipements ponctuels. Les uns vont évoluer de façon linéaire, les autres par saut d'échelle. Une fois que la capacité, par exemple, d'une école est atteinte, eh bien, il faut construire un nouveau bâtiment. Donc ce sont des effets de seuil qui se contrarient la linéarité des processus d'évolution que j'ai évoqués et qui fait qu'il n'est pas simple de trouver une densité optimale ou d'avoir une conclusion affirmée pour l'évolution des coûts des services publics locaux face à une éventuelle, augmentation de la densité. En tout cas aussi, ce que l'on peut dire, c'est que ces changements en termes de mode d'occupation des sols, des territoires, des ensembles urbains vont nécessairement avoir des conséquences et des conséquences à la hausse sur les dépenses des collectivités locales.
parce que ça a un effet assez mécanique sur le foncier, la charge foncière, par exemple en matière de construction de logement, qui est la thématique de votre journée, mais aussi qui renchérissent le coût de fourniture des équipements collectifs. On a parlé des écoles, tout simplement parce que le foncier devient plus rare, donc mécaniquement plus cher, mais aussi parce que souvent refaire la ville sur la ville, c'est utiliser des sols qui sont pollués et donc qui nécessitent un coût de mise en état plus important. Et aussi parce qu'il y aura d'autres coûts, par exemple ceux des services de renaturation, de nouveaux aménagements de l'espace public qui mécaniquement, et toutes choses égales par ailleurs, vont augmenter les coûts et les dépenses pour les collectivités locales. Alors, ce que l'on peut dire aussi, c'est que ces augmentations ou ces variations ne vont pas être nécessairement les mêmes pour tous les territoires et même à l'intérieur des territoires. Et notamment, ma collègue Marie Bruyé a fait une étude sur les liens entre dépenses en services publics locaux et densité et en 2019, et elle montre que, de façon générale, la densification est génératrice d'économies, davantage en matière de fonctionnement que d'investissement, premier élément, résultat de son étude, mais que ensuite ces économies en matière de fonctionnement ou d'investissement sont plus importantes dans les centres déjà existants, donc dans les polarités, les centres-bourgs, que dans les périphéries. Donc ça montre bien aussi que si c'est difficile à évaluer, on n'a pas de résultat ferme en la matière et qu'en plus, il y a des variations territoriales en la matière. Et donc, si on regarde maintenant du côté des recettes, effectivement, il y a un lien qui a été là aussi, très, facilement démontré entre la fiscalité, donc les recettes des collectivités locales, les formes d'aménagement et le foncier et le logement. Ne serait-ce que parce que lorsqu'on regarde les recettes des collectivités locales et leurs recettes fiscales, le CEREMA dénombre, par exemple, pas moins de 30 taxes qui ont une assiette foncière et immobilière. Donc, dès lors que l'on touche à des bases, au foncier et à l'immobilier, nécessairement, ça risque d'avoir des effets sur ces recettes fiscales des collectivités locales et les conséquences peuvent être particulièrement importantes puisque ces recettes fiscales représentent, selon le périmètre qu'on considère, est-ce qu'on inclut des activités économiques ou non, elles représentent en moyenne 60 à 90% des recettes fiscales des collectivités locales. Donc, on peut faire l'hypothèse que toucher le foncier et l'immobilier, c'est affecter les recettes fiscales des collectivités locales. Toutefois, et ensuite, ça va les affecter de façon différenciée, là aussi selon les territoires, parce que si l'on regarde les ensembles intercommunaux, donc communes et intercommunalités intégrées ou consolidées, soit au niveau de la France en entier, c'est la carte qui est un petit peu floutée en arrière-plan, soit au niveau de territoires qui sont les vôtres ou proches des vôtres, on s'aperçoit que toutes les collectivités locales ne sont pas également dotées de taxes sur le foncier bâti. Donc s'il y a des impacts, à nouveau, comme pour les dépenses, ces impacts vont être différents pour les collectivités locales selon les particularités de leur territoire. Toutefois, et donc là aussi des variations territoriales, parce que là j'ai fait un petit focus en différenciant ce niveau de ressources de taxes foncières sur les propriétés bâties en euros par habitant à gauche ou en pourcentage des recettes de fonctionnement à droite et en différenciant ces niveaux ou ces taux de dépendance selon la taille des collectivités locales. Et donc on s'aperçoit que là aussi, il y a de fortes variations selon l'importance démographique des collectivités locales. Le petit rectangle en pointillé indique quelles sont les importances pour les collectivités locales qui sont plutôt les vôtres, c'est-à-dire dans la tranche de 0 à 15 ou 20 000 habitants. Et ce que l'on peut dire, c'est que les collectivités locales qui sont les plus affectées par des variations moindres de la taxe sur le foncier bâti sont à la fois celles où les niveaux sont les plus faibles, elles ont moins de ressources à ce titre-là, mais aussi celles qui sont les plus dépendantes de ce type de ressources parce qu'elles ont moins de possibilités de lever des ressources complémentaires sur d'autres types d'activités ou de biens. Donc là aussi, le constat qu'il y aura, avec Lausanne ou avec des modifications du foncier et de l'immobilier, des impacts fiscaux, territorialement différenciés. Malgré tout, on peut, tempérer et atténuer ces inquiétudes
Parce qu'on peut aussi dire que cette fiscalité sur le foncier bâti est une fiscalité de stock, une fiscalité qui représente un socle important pour toutes les collectivités locales. Elle est présente partout, même si c'est inégalement, et que, quoi qu'il arrive, variations conjoncturelles, objectifs des politiques publiques, ce socle ne sera pas menacé. Malgré tout, puisque les finances des collectivités locales sont soumises à des pressions nombreuses, on peut s'interroger sur la dynamique de cette taxe sur le foncier bâti. Et là, une étude que nous avons faite avec Intercommunalité de France montre que globalement, ce qui fait évoluer la fiscalité foncière, et notamment la taxe sur le foncier bâti, c'est principalement un effet d'augmentation des bases et qui vaut dans pratiquement tous les territoires, sauf quelques exceptions de territoires en déprise, de territoires qui connaissent des dommages dans la constitution de leur appareil économique, qui perdent de la population, et cetera. Donc globalement, en moyenne, dans tous les territoires, il y a eu une évolution positive des bases d'imposition à la taxe foncière bâti, qui est le principal moteur d'évolution de la fiscalité locale et de cette taxe en particulier, et que les effets taux n'y jouent pratiquement pour pas grand-chose. Donc ça veut dire que et dans la mesure où cette, croissance des bases est principalement due à l'application du coefficient annuel d'actualisation, eh bien les collectivités locales, à la fois parce que c'est un stock et à la fois parce qu'il y a l'application de ce coefficient d'actualisation, national, eh bien sont plutôt protégées à nouveau de variations conjoncturelles ou d'effets qui pourraient être dus aux ZAN et à une moindre dynamique, des constructions. Parce que c'est pas là le levier essentiel de la croissance du foncier bâti. Malgré tout, puisque les finances des collectivités locales sont sous pression, bah, quelles sont les voies pour assurer des recettes fiscales croissantes? Et on peut penser que l'effet du ZAN et de la sobriété foncière va quand même précipiter, l'attention sur l'évolution de la croissance physique des bases. Donc, les collectivités locales vont peut-être être davantage attentives à cet aspect-là. Et second effet, c'est que ça peut majorer des effets de concurrence entre des occupations du sol, résidentielles versus économiques, au nom d'un calcul stratégique, finalement, des logements ou des activités. Qu'est-ce qui va procurer le plus d'évolution de base au titre de la taxe foncière et générer le plus de ressources pour mon territoire? Donc, il risque d'y avoir une crispation, des effets de concurrence, des effets d'éviction d'un certain nombre d'activités dans certains territoires ou entre territoires, par rapport à cette crispation autour de recherche de marge de croissance de la taxe sur le foncier bâti et des occupations des sols. Donc voilà, si on voulait, très rapidement conclure à travers quelques grands enjeux à propos de ces risques pour les budgets locaux, je pense qu'on peut être relativement rassuré par rapport à ça, avec peut-être des grands enjeux ou des grandes orientations qui pourraient aussi prévaloir, pour la suite et la mise en œuvre effective du ZAN. C'est de se dire qu'on a longtemps parlé ou qu'on parle encore beaucoup de planification écologique et que peut-être il faudrait s'orienter vers quelque chose de d'ores et déjà beaucoup plus opérationnel, c'est-à-dire de raisonner en termes de programmation avec un travail à toutes les échelles. Les économies en matière de fonctionnement et d'investissement vont se manifester dans certaines portions de territoire davantage que dans d'autres. Donc c'est raisonner à une échelle fine, bah, quels sont les quartiers qu'il faut privilégier pour de nouveaux projets d'aménagement, de nouveaux projets immobiliers, puis à l'intérieur des communes, puis à l'intérieur aussi des intercommunalités pour essayer de voir quels sont les endroits les plus stratégiques pour des générations de recettes ou des économies en termes de dépenses face à ces impératifs de sobriété. Et puis aussi, c'est peut-être se dire que la lecture très financière mérite d'être dépassée pour aboutir dans une lecture plus économique des enjeux, associés aux ZAN. C'est-à-dire que s'il y a une augmentation des dépenses, s'il y a une raréfaction dans la ou une diminution dans la progression des ressources, peut-être que ce sont des mots, mais des mots nécessaires parce qu'en même temps, ça permet d'éviter un certain nombre de désordres, des risques de crues, des risques d'inondation, des risques de perte de la biodiversité, et cetera. Et donc dépasser une lecture fiscale et financière immédiate pour aller vers une lecture plus économique en prenant en compte les externalités positives que ces dépenses vont que cette situation va générer
et puis donc se demander quels sont les bénéfices environnementaux et économiques qu'elle peut susciter. Donc voilà, très rapidement pour ce premier temps, avant de faire un focus très rapide sur les questions plus proprement de fiscalité. Et là, aussi, c'est de dire que notre fiscalité, locale, elle a été taxée d'archaïque, désuète, mais en tout cas, elle présente un certain nombre de difficultés face à des enjeux de politique publique, qu'ils soient du ZAN ou autres, parce que à cette fiscalité, on assigne assez classiquement plusieurs objectifs ou plusieurs finalités qui arrivent, lorsqu'elles ne sont pas spécifiées, à se télescoper. Une finalité essentielle qui est de rendement ou de rapport, procurer des recettes aux collectivités locales. Une finalité de redistribution, prendre de l'argent ici pour en donner ailleurs, y compris entre certaines catégories de contribuables. Donc une finalité de redistribution pour aller vers davantage d'équité. Et une finalité aussi d'incitation pour aller vers des usages qui sont plus vertueux. Et là, notre fiscalité, locale, dans la mesure où elle poursuit en général, sans le nommer, la plupart de ses objectifs, eh bien, il est difficile de les atteindre simultanément, et on pourrait prendre comme exemple la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et sa majoration. Cette majoration est pensée à des fins dissuasives, donc éviter des occupations temporaires des logements et remettre ces logements sur le marché. Mais lorsqu'on regarde des statistiques au niveau local ou au niveau national, on se rend compte que les majorations qui sont pratiquées, elles sont de quelques centaines d'euros et qu'elles ne sont a priori pas suffisantes pour dissuader de la détention d'une résidence secondaire. Donc on peut douter de leur efficacité et en même temps, certaines collectivités locales mettent en place cette majoration pour procurer des recettes supplémentaires pour le budget, même si c'est local, même si c'est à des fins vertueuses euh, pour susciter des actions en matière de pour construction de logements. Mais on peut dire que la taxe d'habitation des résidences secondaires, à ce moment-là, elle perd de ses qualités, elle n'atteint pas ses objectifs de dissuasion de la détention des résidences secondaires et elle n'est pas suffisante pour financer des actions en matière de logement. Et puis pourquoi les habitants des résidences secondaires seraient-ils les seuls ou principalement sollicités pour financer des actions en matière d'habitat. Donc on voit bien à travers cet exemple et qu'il pourrait être filé plus longuement que à poursuivre plusieurs objectifs, eh bien on n'atteint aucun d'entre eux et en tout cas la fiscalité locale perd en lisibilité. On pourrait dire aussi qu'elle est difficile à manier parce que cette fiscalité foncière, qu'il s'agisse de la contribution foncière des entreprises qui taxe effectivement, qui repose principalement sur les activités économiques, bon, est claire dans ses objectifs et dans sa lisibilité, mais qu'il n'en va pas du tout de même de la taxe sur le foncier bâti, puisque elle concerne à la fois les ménages et les activités et qu'il est impossible d'avoir une action différenciée puisque le taux est identique. Donc là aussi, notre fiscalité locale est inconfortable actuellement, inclassable parce qu'à nouveau, ces usages ne sont pas nécessairement, différenciés ou possibles à différencier. Et puis, si on en revient à ces questions de foncier et d'immobilier, bah, là aussi, une certaine confusion. Je l'ai dit, les outils sont particulièrement nombreux. Ils touchent à la fois l'acte de vente avec les droits de mutation à titre onéreux, les actes de construire, la taxe d'aménagement et ses majorations, l'occupation avec la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, la détention, la taxe sur le foncier bâti. En bref, il y a une multitude de taxes par rapport à ces enjeux fonciers immobiliers qui font qu'il est difficile de cerner quel peut être le bon levier à activer face à des objectifs de politique publique, dont ceux du ZAN. Donc là aussi, pour résumer, très rapidement, quelles pourraient être des adaptations de la fiscalité locale en cohérence avec les objectifs poursuivis en termes de de ZAN? Mais on peut dire qu'il y a en premier lieu, plutôt que de chercher à réinventer un certain nombre d'outils fiscaux, peut-être tout simplement un enjeu d'actualisation et d'adaptation des outils existants. Nos valeurs locatives cadastrales datent des années 70, c'est une ancienne. Donc pourquoi ne pas, et la réforme est reportée aux années 2018, pourquoi ne pas essayer de travailler autour de la valorisation et l'actualisation de ces bases d'imposition, plutôt que de rechercher un nouvel outil qui serait, à même de capter, les plus-values foncières, comme on le dit, souvent. Donc, plutôt que de jeter les bébés, avec l'eau du bain, comme on l'a fait avec la taxe d'habitation, ce qu'il n'y a pas dans un premier temps, de regarder, quels sont les
atouts et défauts des outils existants, et notamment en lien avec les capacités contributives des redevables et les objectifs qu'on essaie de poursuivre. Un enjeu de simplification, j'ai déjà évoqué la multitude des taxes et puis l'ensemble des objectifs qu'on assigne à chacune d'elles, qui génère de la confusion, peut-être pour les acteurs locaux, mais sûrement pour les contribuables, et qui, en tout cas, qui est contre-productive par rapport à l'acceptabilité du système fiscal local. Et puis des enjeux de modulation et de mutualisation, c'est ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est est-ce que la maille communale, la maille intercommunale sont les bons endroits pour cette fiscalité locale? Comment on mutualise? Comment on a des raisonnements stratégiques? Et donc, ce sont toutes choses qui interpellent les modalités de la gouvernance locale en termes de coopération et en termes de partage. Donc voilà, tout simplement, alors je vous laisserai ce tableau qu'on a pu constituer avec Claire Delpech d'Intercommunalité de France, en essayant de faire une synthèse des réflexions qui sont conduites par le Conseil des prélèvements obligatoires, mais aussi les associations d'élus, pour voir quelles pourraient être des adaptations des différents outils fiscaux existants, avec des points forts et des points faibles. On ne peut pas détailler là dans le format qui nous est imparti ce tableau. Mais en tout cas, je voulais simplement dire, réinventer de nouveaux outils avec une petite caricature, d'essayer d'inventer des outils pour aller dans le sens de la densification versus de la dédensification à travers le versement pour le dépassement du plafond légal de densité, un outil fiscal local qui a été institué en 1976. L'objectif, c'était de se dire que les centres urbains étaient trop denses, qu'il fallait orienter les constructions vers les périphéries, et donc le versement pour dépassement du plafond légal de densité avait pour objectif de taxer les opérateurs immobiliers, les constructeurs, lorsque leur construction était trop dense, de façon à ce que, pour éviter ce paiement, eh bien, ils aillent construire dans le périurbain et dans les zones qui étaient moins densément peuplées, donc en dehors des centres. Et on s'est aperçu que finalement, cette taxe était complexe à mettre en œuvre, et donc du coup, elle a été très peu utilisée, et ça a entraîné sa suppression en 2015. Changement dans les paradigmes, changement dans les objectifs des politiques publiques, on s'est orienté cette fois vers une idée d'essayer, lorsque les documents de planification, les documents réglementaires locaux délimitaient des coefficients d'occupation des sols, des densités optimales à l'intérieur des territoires, eh bien, on a institué un nouvel instrument, un paiement fiscal qui s'appelle le versement pour sous-densité. Et là, l'idée était de taxer, de faire payer les constructeurs lorsque la construction, l'ensemble immobilier, n'atteignait pas la densité prescrite. Là aussi, instrument donc contraire du précédent, très peu utilisé, et il a très peu vécu puisqu'il a été institué en 2012 et supprimé en 2021. Donc ça veut dire qu'on peut très bien trouver de nouveaux dispositifs pour les adapter aux enjeux du jour. C'est très difficile dans un édifice qui est déjà fortement contraint, qui manque de lisibilité, et que peut-être il faut réfléchir au niveau des outils existants plutôt que de lancer des créations nouvelles qui avortent assez rapidement. Donc voilà, et je vous remercie et je reste disponible pour des questions s'il y en a. J'espère ne pas avoir dépassé le temps imparti. C'était parfait, merci beaucoup, Madame Navarre. Y a-t-il des questions, des observations dans la salle? Oui, Vincent Millet, je suis le président d'une communauté de communes. Merci Madame pour votre intervention. Est-ce que vous nous entendez? Je vous entends, oui. Merci. Enfin, votre intervention est fort intéressante parce que, en plus, elle met en perspective historique des choses qui ont été mises en place et puis après, demi-tour. À ce jour, est-ce que, par exemple, une taxe visant à taxer le foncier non réalisé sur une parcelle est une piste qui peut, selon vous, être explorée? Alors, Je veux dire par là, on commence à avoir de sous-densification pour certaines. Oui. Je disais, je parlais d'une taxe pour la sous-densification, celle que vous avez évoquée à l'instant. On a des communes à l'heure actuelle qui ont des maisons construites sur 3 ou 4 000 m², qui représentent un gisement foncier qui n'est pas rendu sur le marché,
Mais aujourd'hui, ces pistes de taxation de la sous-densification de la race peuvent faire partie des pistes pour inciter finalement à la diversité. Il y a une forme d'égalité sociale aussi, quelque part. Alors, effectivement, la communication, la liaison n'est pas très très bonne, mais je pense que vous parlez d'une taxe de sous-densification, pardon, pour des parcelles qui seraient insuffisamment occupées. Donc, on est sur une logique semblable à celle du versement pour sous-densité ou du plafond légal de densité, et donc ça irait un petit peu dans le même sens. Et là, la question qu'on peut se poser, pourquoi pas, donc remettre au bout du jour ces outils qui ont été existent à un moment et qui ont été supprimés. La question, c'est un tout petit peu de la même nature que pour la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et sa majoration, c'est-à-dire quel est le niveau de taxation et qui est suffisamment dissuasif pour que les propriétaires de ces parcelles disent on va les mettre, on va les diviser, on va les urbaniser, on va les aménager, etc. Donc, de fait aussi pour que ça n'entre pas quand même sur des modalités confiscatoires. Donc, comment fixer le curseur du bon niveau de cette taxation pour qu'elle soit efficace? Et la question que ça pose, c'était des discussions qu'on a eues sur la fiscalité locale dans un autre contexte, c'est que aussi ce qui a freiné l'application du versement pour sous-densité, du plafond légal de densité ou de la taxe locale sur les terrains devenus constructibles, c'est que les maires, bien souvent, sont confrontés aux propriétaires fonciers qui sont aussi des électeurs et qui ne souhaitent pas nécessairement mécontenter. Donc, ils sont pris entre plusieurs feux, effectivement, aller dans des sens vertueux de meilleure utilisation des sols dans leur collectivité locale, mais en même temps, ils savent qu'ils créent des désavantages pour des catégories d'électeurs, de contribuables et d'acteurs économiques, et donc ils sont partagés entre plusieurs fins. Donc, l'idée, c'est à la fois de l'efficacité via le niveau, et ensuite, la question qui se poserait, c'est quel est le bon niveau d'administration de cette taxation si un jour elle devait advenir. Donc, voilà quelques éléments de réponse que j'avais en tête, mais qui ne sont pas exclusifs, bien sûr. Merci. Oui, bonjour. C'est Mac, l'association Amo Léger. Je me questionnais juste sur le versement sous densité que vous mentionnez. Pourquoi il a été si court et il a été supprimé? Est-ce que ça n'atteignait pas les objectifs? Est-ce que c'était difficile à mettre en place? Est-ce que ça avait l'air comme ça? Alors, par rapport à la question précédente aussi, et peut-être j'aurais dû le mentionner dans ma présentation plus tôt, c'est que certes, manier les outils fiscaux peut avoir une utilité, une efficacité, si on arrive à trouver le bon niveau, etc., le bon niveau géographique, administratif et le bon niveau de taxation. Mais comme bien souvent, l'usage de l'instrument fiscal n'a de sens qu'en complémentarité d'autres dispositifs réglementaires, incitatifs, de travail avec les propriétaires, etc. Donc, ça n'est qu'un outil parmi une multitude d'autres avec lesquels cette fiscalité pourrait jouer de façon complémentaire et synergique. Alors, le versement pour sous-densité a principalement été supprimé parce que ça tient aussi au fait, à l'évolution des documents réglementaires des collectivités locales, le passage du POS, du plan d'occupation des sols au PLU, et à la façon puisqu'il n'y avait plus de coefficient d'occupation des sols, la difficulté, c'est comment on détermine une densité effective et qui va servir de seuil de taxation. Donc ça a été une des difficultés. Et puis la complexité de ce dispositif dans un système fiscal qui est largement doté d'outils et qui fait que très peu de collectivités locales sont saisies. Et à l'heure de la simplification, etc., dans la mesure où cette taxe n'était pas non plus beaucoup productive de ressources, et ben on a, pour des raisons d'administration, de rendement et de lisibilité, mis fin à son existence. Merci. Y a-t-il d'autres commentaires, précisions? Très bien. Merci beaucoup, Madame Lara. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée de bons débats et en tout cas, donc, je reste disponible si vous le souhaitez. C'est très bien. Alors, merci beaucoup de votre disponibilité et cet exposé très technique et très clair. Attendez, j'aurais voulu faire intervenir.
Ah, une dernière, Valérie, Je vous entends avec beaucoup d'écho. Excusez-moi, je sais pas. Moi, je m'interroge moi-même sur cette loi climat et résilience, où on a un peu l'impression, même si quelque part intellectuellement on peut comprendre la démarche, que nos territoires sont en train d'être mis sous cloche. Je m'explique. Aujourd'hui, on parle énormément des aménités rurales, la biodiversité, l'eau, l'alimentation, et aujourd'hui, ces aménités rurales ne sont pas prises en compte dans les financements et l'accompagnement des communes, des EPCI pour générer de la ressource. Alors, est-ce qu'on va finalement vers des territoires qui seraient riches, qui a de richesse, que seraient les territoires métropolitains, la région parisienne, les grandes villes, et puis des territoires qui seraient plutôt des territoires plus pauvres. Après, il y a un deuxième sujet qui se présente, surtout les outils. On parle de taxation sur les résidences secondaires avec la politique qui s'est faite. Le maire de Pornic est très content, le maire de Pornic, donc en bord de mer, parce qu'il a gagné 2000 habitants. Parce que des personnes qui habitent en ville ont une résidence secondaire à Pornic et il la déclare en résidence principale. Et donc, les stations balnéaires, en fait, vont se réjouir de gagner des habitants de dotation d'État. Alors que d'autres territoires, y compris sur nos communes, on est en recensement, on le voit bien, le nombre de résidences secondaires augmente parce que les gens qui ont une résidence principale, une résidence secondaire aujourd'hui, avec ou ailleurs, la déclarent en résidence principale et nous aurons beaucoup de résidences secondaires fausses sur nos territoires. En tout cas, c'est des sujets pour moi qui sont importants. Est-ce qu'on n'assiste pas finalement à la mise en place de ségrégation économique et sociale sur nos territoires cibles? Je ne sais pas si j'ai tout bien perçu dans votre question. Il y a un peu d'écho dans la liaison. En tout cas, effectivement, vous dites, est-ce que ce seront les territoires déjà fortement urbanisés, enfin la mise sous cloche, les territoires fortement urbanisés qui finalement vont s'en sortir parce qu'ils ont des bases fiscales importantes quand les autres ne vont plus pouvoir se développer. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je proposais de passer d'une lecture très fiscale, très financière, très budgétaire, à une lecture économique, c'est-à-dire que ces territoires ruraux, ces territoires où il y a des aménités, en fait, ils possèdent beaucoup de valeur parce que ce sont des ressources qui sont importantes du point de vue de la biodiversité, du climat, etc. Donc, l'idée, ce serait de valoriser toutes ces externalités qui sont positives et qui sont existantes dans un certain nombre de territoires, de valoriser les services écosystémiques, la richesse que représente un certain nombre de territoires. Et donc là, tout l'enjeu, c'est effectivement peut-être d'élargir notre spectre de raisonnement en passant des enjeux budgétaires, financiers, qui certes sont incontournables parce qu'il faut bien des ressources pour conduire de l'action publique locale, mais en élargissant le raisonnement en intégrant la valorisation économique d'autres formes de ressources, comme on peut commencer à le faire, ou en dévalorisant aussi, enfin, dévalorisant sur le plan monétaire l'atteinte à un certain nombre de ressources naturelles. Donc ça, c'est un chantier de réflexion, un chantier de travail, effectivement, et qui peut montrer qu'un certain nombre de territoires sont porteurs de ressources écologiques, environnementales, et qui vont dans le sens des objectifs collectivement on s'est assignés. L'autre question à propos de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, je ne sais pas si j'ai tout perçu, mais en tout cas, effectivement, il y a un certain nombre de ménages et de contribuables qui font de l'optimisation fiscale. Qu'est-ce que je déclare comme résidence principale et comme résidence secondaire pour être le moins taxé? Et là, c'est bien effectivement une illustration du fait que cette taxe d'habitation sur les résidences secondaires, même avec sa majoration, bien justement, elle ouvre le jeu à ce genre d'optimisation et en tout cas qu'elle n'est pas efficace par rapport à l'objectif qui cherche à être atteint, c'est-à-dire remettre ces résidences secondaires sur le marché des résidences principales. Parce que qu'on optimise, qu'on paye un peu plus ici, un peu moins ailleurs, en tout cas, on reste détendeur des deux types de biens. Donc ça veut dire que elle n'atteint pas les objectifs qui lui sont assignés et là, elle est simplement dévoyée, en fait. Donc, je le dis de façon caricaturale, mais pour voilà, forcer un peu le trait par rapport à le fait qu'on n'utilise pas, cet outil à ses fins. On a encore 2 petites minutes. Oui.
Juste un dernier sujet c'est pour le partager avec vous, madame. Aujourd'hui, nous avons un stage Mylène où nous avons en gros 370 millions d'euros sur 10 ans pour améliorer la qualité de l'eau sur différents champs. Si nous voulons être demain efficients, nous devons monter sur 10 ans à 2,750 milliards d'euros, c'est-à-dire 275 millions d'euros par an. Sachant qu'aujourd'hui, les prélèvements se font sur la facture d'eau et après sur la fiscalité, la fameuse taxe GEMAPI. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des taxes GEMAPI sur nos territoires qui varient en gros de 3, 4, 5 euros à aujourd'hui pratiquement 20 euros. Et si nous devons aller vers un scénario tendanciel pour produire de l'eau de qualité, de la biodiversité et de l'alimentation de qualité, ça veut dire que nos territoires devront tout simplement multiplier par 10 la fiscalité sur ce sujet. Et là, les aménités rurales, c'est nous qui allons nous les payer avec une solidarité minimum au niveau national. Et c'est quelque chose qui peut inquiéter puisque ça impactera fortement le budget dans les années à venir. Donc, effectivement, ça rejoint les travaux qui ont été faits par l'Institut I4CE, qui travaille beaucoup sur l'adaptation au changement climatique et notamment les efforts budgétaires qui seraient nécessaires de la part des collectivités locales et qui montrent que si on veut atteindre les objectifs vertueux en matière agroécologique et environnementale, le niveau de dépenses à effectuer par les collectivités locales est gigantesque et disproportionné par rapport à la taille de leur budget. Donc effectivement, l'exemple que vous mentionnez va tout à fait dans ce sens-là. Après, ça pose peut-être la question de la temporalité de cet effort et puis aussi de quelles sont les modalités de financement. Est-ce que c'est quelque chose, dans la mesure où il s'agit d'un objectif collectif, partagé et qui concerne tout le territoire, est-ce qu'il a vocation à être financé par les collectivités locales concernés au premier chef parce que ça se passe dans leur périmètre, ou est-ce que c'est une priorité qui relève plus d'un effort national et qui a largement à être financé, là aussi, par des transferts, des dotations, des subventions émanant de l'État ou d'autres institutions qui travaillent ou agences qui travaillent dans ce sens-là. Donc là, c'est peut-être la question de l'allocation et du partage des ressources entre niveaux de gouvernement et de sa hiérarchisation par rapport aux objectifs qui sont poursuivis, qui est questionné, plus que est-ce que les collectivités locales vont être seules en mesure d'atteindre cet objectif dans des délais courts. Merci. Alors, une toute petite merci, madame. Donc, moi, je suis une question qui fait suite à une question dans le contexte que nous vivons aujourd'hui, le contexte économique et social, et comme tel, c'est la sobriété foncière. Je me dis, on fait ce travail entre les élus et les acteurs directement concernés, et là, on parle des citoyens, on parle de la question, plutôt on parle pas de la question de l'adhésion des citoyens à la fiscalité. Et donc, est-ce que si la sobriété foncière, sans mettre en place des véritables outils aussi qui facilitent l'adhésion de nos citoyens à cette problématique, parce que je crois qu'on ne peut pas faire sans la population et sans les citoyens. Merci. Donc, effectivement, d'où l'idée de le système fiscal local est déjà fort complexe, est déjà difficile à pénétrer pour le contribuable et l'habitant. Donc, en quoi faut-il encore le sophistiquer avec de nouveaux outils qui accroîtront la complexité et diminueront l'acceptabilité. Donc, je partage tout à fait votre avis
de la nécessité de pédagogie, d'explicitation, de à quoi sert cette fiscalité locale et notamment qu'est-ce qu'elle permet de financer. Donc la pédagogie, la co-construction, la participation des habitants, elle pourrait être autour des instruments existants et de leur usage dans un cadre budgétaire, celui de la collectivité locale, confrontée à des nécessités de hiérarchisation, de priorisation face à des demandes multiples en termes d'équipement de services publics locaux. Donc là, je partage tout à fait votre point de vue, mais est-ce que c'est pas tout simplement sur le débat citoyen autour de l'action publique locale dans son volet budgétaire qui conviendrait de stimuler et de densifier pour le coup, euh, plutôt qu'un sujet purement de fiscalité et financier? Je pense qu'on arrêter là et garder cette question chacun de notre côté et y réfléchir. Merci beaucoup, Madame Dara. Merci beaucoup et puis donc à nouveau, très bonne journée. C'est la toute dernière. Au revoir. Vous avez l'air bien entendu, de travailler notamment avec les élus, mais je me demande, la politique, je dirais, gouvernementale, les ministres, est-ce que vous travaillez avec eux sur ce genre de questions? Est-ce qu'aujourd'hui, on est avec une grande réforme fiscale de la fiscalité locale, ou est-ce qu'on est par petite touche et finalement, ces travaux sont en vase clos? Alors, par exemple, tout à l'heure, on parlait de la révision du mode de calcul des valeurs locatives cadastrales. Cette question est en chantier ou présente depuis les années 90. On parlait d'un nouveau mode d'établissement des valeurs locatives cadastrales à l'échelle, voilà, perspective 2026. C'est reporté en 2028. Donc, parce que ce sont des questions à la fois très techniques et très complexes à résoudre, mais aussi politiquement très sensibles et aussi sensibles pour les contribuables et les collectivités locales. Donc, on voit bien que dans cet édifice complexe, dès lors qu'on en touche quelque chose de substantiel ou de ponctuel, c'est tout l'édifice politique, économique qui est remis en question. Donc, on peut bien penser qu'il n'y aura pas de grand soir de la fiscalité locale et que de toute façon, les bouleversements institutionnels et autres ont été si importants dans les années passées qu'on ne va pas produire de grands changements. Donc je pense qu'on est plutôt dans une ère d'adaptation successive, de micro-changements, plutôt que dans le sens d'un remaniement substantiel et que là, un nouveau chantier est annoncé pour 2024 avec la refonte de la carte territoriale et la décentralisation, une stabilisation dans les dotations de l'État en direction des collectivités locales. Donc je pense que là, compte tenu du chantier en cours, des bouleversements antérieurs, on n'ira pas faire des changements substantiels en matière de fiscalité locale. Et puis en plus, parce que un des mots d'ordre, c'est ne pas augmenter la pression fiscale au niveau national, comme le poids des prélèvements obligatoires. Donc je pense que de ce côté-là, il n'y a pas grand changement de court terme envisageable. Très bien. Désolée, Vincent. On s'en arrête là. Merci beaucoup, Madame Dara. Et Merci. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.